13h sur RT1. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Voyons ensemble les titres au sommaire de cette édition. La rentrée des classes 2024-2025, de grands changements annoncés dans le système éducatif ivoirien, de nouveaux programmes d'enseignement et de renforcement des aptitudes de base également annoncés. Le tout pour 1200 heures de travail du 9 septembre 2024 au 11 juillet 2025. Fini les vacances, les établissements scolaires recevront dès lundi les élèves pour une nouvelle année scolaire. Dans quels états sont donc ces infrastructures scolaires? Le constat de nos reporters dans la ville de Bouaké vous sera proposé dans ce 13h. Et l'actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, 129 personnes sont mortes lors d'une tentative d'évasion maîtrisée à la prison de Makala de Kinshasa. C'est le bilan des autorités congolaises après l'intervention de l'armée et de la police. Bienvenue à tous. Démarrons avec ces images de l'arrivée du vice-président de la République à Pékin, en Chine, où il représentera le chef de l'État Alassane Ouattara au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, sommet prévu se tenir du 4 au 6 septembre prochain. Les délégations conduites par le vice-président de la République sont composées de membres du gouvernement, de directeurs généraux d'entreprises publiques et de représentants du secteur privé ivoirien. C'est un sommet qui vise à renforcer les liens entre les États africains et la Chine. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la rentrée des classes qui débute le 9 septembre prochain dans toute la Côte d'Ivoire, surtout le territoire. Une année scolaire qui annonce de grands changements pour le système éducatif ivoirien. Après le retour de la dictée il y a 2 ans, 2024-2025 sera marqué par le retour du calcul mental. On verra aussi la fin des cours de mercredi dans l'enseignement, l'introduction de nouveaux programmes pour renforcer les compétences en lecture et en mathématiques. Et dans le préscolaire et le primaire, la discipline technique de l'information et de la communication dans l'éducation, et cela dès la 6e. Autant d'innovations portées par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et qui ont été présentées à la grande réunion de rentrée à Niamey. Suivant le compte-rendu de Khalil Diomandé. Comme il est de coutume, à quelques jours de la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, tient une réunion d'orientation avec l'ensemble des acteurs du système éducatif. Cette fois, c'est au lycée moderne d'Anyama que les innovations et les grandes articulations de l'année académique 2024-2025 sont annoncées. L'année débute le 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 11 juillet 2025, soit 44 semaines. Le premier trimestre débute le lundi 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 29 novembre 2024. Le deuxième trimestre part du lundi 2 décembre 2024 au vendredi 28 février 2025. Le troisième trimestre commencera le lundi 3 mars 2025 et prendra fin le vendredi 9 mai 2025. Le MENA met en œuvre un nouveau programme visant à améliorer les apprentissages en lecture, écriture et mathématiques, appelé Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires, en abrégé PENAPAS. Ce programme démarre cette année par les classes du préscolaire, du CP1 et du CP2 sur tout le territoire national et s'étendra progressivement jusqu'au CM2 dans les années à venir. Sur la période 2022-2024, les résultats aux examens à grand tirage connaissent une nette amélioration. Le taux de réussite au CEPE est passé de 64% à 83%, celui du BPC de 28% à 40%, quant au baccalauréat de 30% à 34%. Loin de baigner dans l'autosatisfaction, Mariatou Koné appelle plutôt la communauté éducative à maintenir le cap. Malgré ces résultats encourageant ses collaborateurs, nous devons redoubler d'efforts pour de meilleurs rendements aux examens du BEPC et du baccalauréat. Nous devons aussi redoubler d'efforts pour lutter énergiquement contre la fraude. Il y va de la crédibilité de nos diplômes. Toutes celles et tous ceux qui prennent de l'argent avec les parents, les élèves, pour des fins inavouées et obscures, doivent impérativement arrêter ces pratiques honteuses qui n'honorent pas le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité.
Et pour garantir cette école de qualité, d'importantes réformes et mesures sont prises pour cette nouvelle année scolaire. La rentrée scolaire 2024-2025 va accroître le retour du calcul mental en vue de renforcer les capacités de nos apprenants en mathématiques. La plateforme Mon école à la maison a été redynamisée. Une plateforme de suivi scolaire DocConnect est créée pour suivre régulièrement les performances des élèves et remédier aux insuffisances en cas de besoin. La ministre Mariatou Koné indique également que les cours du mercredi sont dorénavant exclus des emplois du temps au préscolaire et au primaire. Conformément aux recommandations des États généraux de l'éducation nationale, les 41 DRENA procèdent à la signature des contrats d'objectifs et de performance. Pour faciliter l'atteinte de ces objectifs, un budget de 900 millions de francs CFA leur est alloué. Le calendrier scolaire s'étend sur 44 semaines, soit 1200 heures de cours. Tout commence par l'inscription dans les établissements scolaires. Une opération totalement gratuite. Les parents d'élèves ont jusqu'au vendredi 6 septembre prochain pour inscrire leur enfant au préscolaire et au CP1 dans les établissements publics et communautaires partout en Côte d'Ivoire. Les images de la première journée d'inscription à Bouaké par Laure Goretti et Kadar Sogotogo. Premier jour des inscriptions au cours préparatoire première année CP1 sur l'ensemble du territoire pour l'année scolaire 2024-2025. Au groupe scolaire Maroc de Bouaké, il est 10 heures et la direction de l'école enregistre déjà une cinquantaine de nouveaux apprenants. Un chiffre qui démontre l'intérêt que les parents d'élèves accordent à l'inscription au CP1. Depuis 7h30 déjà, il y avait quand même une longue file d'attente. L'État parle de l'école obligatoire. Il n'est pas question qu'un enfant soit mis en marge de cette politique. C'est un groupe scolaire qui n'a pas assez de classes. Nous avons atteint le quorum, mais vu la gratuité de l'école, on ne peut pas arrêter de scolariser les enfants. Alors on a demandé à nos collaborateurs de continuer le recrutement, de sorte qu'en interne, nous allons voir dans quelle mesure on va utiliser la double vacation pour pouvoir régler ce problème. L'école obligatoire pour tous, une réalité bien illustrée ici par le cas de Dame Koné qui accompagne son petit-fils âgé de 12 ans. L'enfant vient pour être inscrit au CP1. Je suis venue inscrire mon petit-fils au CP1. Il faisait préalablement l'école coranique. Mais cette année, j'ai décidé de le mettre à l'école classique. Je me suis renseignée et on m'a dit que c'est possible. Autre cadre cette fois, c'est le groupe scolaire Ngatakro 2, toujours dans la ville de Bouaké. Ici, les parents viennent à compte-gouttes. Jusqu'à ce point, à ce moment, on peut avoir une vingtaine d'inscrits. Voilà. Maintenant, les parents aussi, on leur donne l'information. Ceux qui n'ont pas encore reçu l'information, qu'ils essaient de véhiculer un peu dans les quartiers. On espère que jusqu'à demain, dans les jours à venir, il va y avoir de l'affluence. Le constat est pareil dans le préscolaire. Il y a une dizaine de parents qui sont passés pour inscrire leurs enfants. Pour un premier jour, c'est bon. L'opération d'inscription au préscolaire et au CP1 est totalement gratuite. Les parents d'élèves ont la période allant du lundi 2 au vendredi 6 septembre inclus pour inscrire leurs enfants. Et c'est la toute dernière semaine avant la rentrée des classes. Alors, dans quels états sont nos établissements scolaires? On fait le constat dans cet élément proposé par William Skakou et Kadar Sogodogo à Bouaké. Quand sonnent les vacances, nos établissements d'enseignement public présentent un autre visage. Dans ces écoles primaires et secondaires, des permanences sont assurées pour gérer les affaires courantes. Dans quel cadre ces permanences se tiennent-elles? La situation varie considérablement d'un établissement à l'autre. Au lycée municipal Guibo Soumkalo de Bouaké, un dispositif d'entretien est en place pour garantir un cadre de vie sain durant les vacances. Un cadre favorable au personnel de permanence. Pendant les vacances, le chef d'établissement les assure, mettre la pression. Un comité qui est organisé à ce effet. Je vis de l'inspecteur d'éducation, certains éducateurs qui font la permanence durant les congés. Chaque week-end, ils viennent pour nettoyer. Donc on suit ces activités pour rendre l'établissement propre. Le collège moderne de Languiboun présente un décor similaire. Grâce à la participation du personnel administratif et au soutien de la mutuelle de développement local, l'entretien de l'établissement est assuré quotidiennement. Nous avons l'habitude d'entretenir l'espace vert. Et il faut dire que nous avons eu la chance de créer cet espace vert avec les élèves.
de sorte qu'il n'y ait pas des herbes, que ce soit seulement la pelouse. Et Dieu merci, grâce à des tondeuses, nous faisons la tonte régulièrement. Pendant les vacances, nous faisons la tonte parce que si la tonte n'est pas régulière, après le travail devient difficile. Tout le monde nous aide afin d'avoir vraiment cette école de proximité avec un visage très accueillant, plaisant quand on se retrouve dans ce cadre. Malheureusement, cette organisation n'est pas uniformément présente dans tous les établissements. Au groupe scolaire d'Akro de Boaké, qui regroupe 4 écoles, le manque d'entretien et les infrastructures en ruine donnent à l'établissement un visage peu reluisant. Pour l'entretien du cadre de vie de l'école, c'est le projet qui s'en charge. Nous sommes un projet subventionné, mais jusqu'à ce que nous allions en vacances, la subvention n'était pas encore arrivée. Sinon que c'est le COGES qui emploie des gens pour mettre la cour de l'école propre et faire l'entretien de l'école avant que nous, les enseignants, nous arrivions. Quand il pleut, on n'arrive pas à faire les cours. La toiture s'est affaissée, les bois sont vraiment pourris, ce qui constitue un danger et pour les enseignants et pour les élèves. La situation est encore plus préoccupante à l'école primaire de Komo, un village de la commune de Boutro. Pendant ces vacances, la cour de l'école s'est transformée en pâturage pour le bétail et en lieu de repos pour les moutons et cabris. Cet environnement insalubre attire des reptiles, créant un danger constant pour les enseignants assurant la permanence. J'ai même tué un reptile juste à côté de mon bureau. La cour n'est pas clôturée. Au niveau du groupe scolaire, il y a des poteaux électriques dans la cour de l'école, mais aucune des salles n'est électrifiée. Autour de 16h, 16h30 comme ça, les salles sont quand même sombres. Quelquefois, on est obligé d'arrêter les cours. Le lycée moderne de Boutro n'échappe pas à cette triste réalité. Un membre du personnel d'entretien évoque les raisons de cet état déplorable. L'entretien de l'école avec le petit personnel, ils sont au nombre de 2 qui travaillent ici. Mais sincèrement, c'est insuffisant parce que l'école est très grande, c'est environ 5 hectares. Donc on est obligé de partir avec eux puisque les fonds ne viennent pas à temps. Jusque-là, le fonctionnement de 2024 n'est pas encore arrivé. À l'approche de la rentrée scolaire, certains établissements publics se trouvent dans un état d'insalubrité. Cette situation devrait interpeller toute la communauté éducative. Voilà donc présenter la situation des infrastructures scolaires dans la ville de Boaké. Cette rentrée scolaire, c'est aussi le cadre pour des actions sociales. L'exemple à Yakwakro, dans le département de Sakassou. Les élèves ont reçu des kits scolaires de l'association des jeunes de ce village qui veulent participer à la formation des futurs cadres du village. Le reportage de Soro Corona. L'association des jeunes pour le développement de Yakwakoukou, Agidi, inscrit l'éducation au cœur de ses actions. Depuis 4 ans, cette organisation de jeunesse œuvre pour une meilleure formation des enfants du village. La 4e édition du concept Cadre de demain a permis de récompenser les meilleurs écoliers et élèves de l'année scolaire écoulée et permettre aux parents de préparer la prochaine rentrée en toute quiétude. Le concept Cadre de demain vise à créer une compétition scolaire intervillage pour élever le niveau des apprenants et faire d'eux des futurs cadres bien formés. Encourager et sensibiliser nos jeunes frères à pouvoir prendre au sérieux les études et sensibiliser sur nos parents de prendre conscience que les études font partie de la réussite d'un enfant dès le bas âge. Pour cette édition, 217 écoliers et 52 apprenants du secondaire ont reçu des kits scolaires composés de livres de cahiers. Cette action soutenue par la mutuelle de développement du village. Le parrain et la marraine s'engagent aux côtés de l'association des jeunes pour le développement de Yakwakoukou pour une éducation de qualité. L'union, et c'est ça qui peut faire avancer leur village. Mais je pense qu'ils ont bien commencé. On leur a encore donné des conseils dans ce sens. Et je pense qu'ils vont continuer dans ce sens. Aujourd'hui, on a récompensé les meilleurs. Ça, c'est vraiment bien parce qu'il ne faudrait pas récompenser tout le monde. Il faut faire la part des choses. Comme ça, ça va pousser les autres à travailler. Donc, c'est notre objectif de cette année-là. Les meilleurs producteurs du village ont aussi reçu des kits agricoles afin de les encourager à produire davantage. L'association des jeunes pour le développement des Yakwakoukou a vu le jour en 2012. Et à la veille de cette rentrée scolaire, les bons élèves sont encore encouragés à de meilleurs résultats. Dans l'Agnébi Tiassa, les distingués ont été majors aux derniers examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat. Une journée d'excellence que rapporte Mahama Traoré.
Examen du CEPE, du BEPC et du bac. Voici les meilleurs élèves de la région de Lagné-Bitiassa pour l'année scolaire 2023-2024. Pour leurs efforts, le conseil régional décide de les primer dans les 4 départements que sont Agboville, Tiassalé, Sikensi et Tahabo. 19 élèves se sont démarqués au CEPE, 10 au BEPC et 15 pour le bac. J'aimerais exhorter mes camarades à se fixer des objectifs et de rester déterminés pour les atteindre, de toujours viser le plus haut niveau. C'est surtout de travailler beaucoup de volonté, parce que sans la volonté, on ne peut rien faire. À part suite, il faut vraiment travailler dur et surtout mettre Dieu au devant de tout. Excepté le CEPE, Lagné-Bitiassa a connu des taux de réussite en baisse par rapport au niveau national aux examens du BEPC et du bac. Pierre Demba, président du conseil régional, appelle les acteurs du système éducatif à inverser cette tendance. C'est vrai que nous avons construit des écoles dans les villages, nous avons réhabilité des lycées, mais je pense qu'il y a encore des poches de difficultés qu'il faut traiter. Et notre région qui s'engage à devenir le quartier latin, notre région qui veut mettre l'excellence comme une marque déposée, doit s'engager dès maintenant. Et ça doit être l'affaire de chacun d'entre nous. En plus des majors, cette 6e édition de la journée de l'excellence dans Lagné-Bitiassa a également primé les 7 meilleurs établissements de la région. Parlons de santé à présent, s'intéressant à l'émergence des maladies infectieuses en Côte d'Ivoire. 60% des agents pathogènes qui causent ces maladies, donc ces maladies humaines, proviennent des animaux domestiques et de la faune sauvage. Et la Côte d'Ivoire souhaite accentuer cette surveillance sanitaire donc de la faune sauvage pour lutter contre ces menaces. Plus de détails dans ce haut élément de Danki Danki. La maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest a fait plus de 11 000 morts entre 2014 et 2016. La Covid-19, plus de 7 millions de morts à travers le monde. La variole du singe, déjà 42 cas avec un décès en Côte d'Ivoire. Ce sont là des chiffres officiels. À l'origine de ces maladies, des agents pathogènes provenant des animaux domestiques et de la faune sauvage selon de nombreux aspects de la question. De quoi actualiser la problématique de la surveillance des maladies de la faune sauvage, une précaution identifiée comme la pierre angulaire de la lutte contre les menaces sanitaires, notamment celles à l'origine des pandémies respiratoires aiguës pour la sauvegarde de la santé animale, humaine et de la biodiversité. C'est l'enjeu de cet atelier de formation pour les activités de surveillance active dans la vie faune, organisé par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Nous savons que plus de 60% des maladies parmi les humains, ils ont des origines dans les animaux. Donc c'est vraiment nécessaire de soutenir la surveillance active pour les faunes sauvages. On met en place la surveillance passive, c'est la collecte de données qui est en cours et nous sommes aujourd'hui à l'étape de comment commencer la surveillance active. Et cette surveillance active ne peut être commencée qu'en faisant la formation sur la capture des oiseaux sauvages. Et pour deux maladies que nous avons ciblées, c'est l'influenza virus et puis, disons, la Covid-19. Ce projet pilote bénéficie de l'appui financier du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, et va durer 3 ans. Cette activité de surveillance concernant 2 réserves naturelles, Taï et Komoué, et 5 aires de repos pour oiseaux migrateurs, à savoir Grand Lao, Grand Bassam, Abidjan et Soubré. Dans le cadre de la distinction des compétences, le prix Bassim 2024 a récompensé des acteurs de développement en Côte d'Ivoire. Ils sont acteurs de développement des PME, le point de Olivier Kra et Godefroy Kambawa. Bonne gouvernance, lutte contre l'immigration, création d'emplois et promotion de la paix. Des facteurs qui ont permis de distinguer ces hommes et femmes qui œuvrent pour le développement de l'Afrique. On vise également le prix d'excellence de l'institution de Côte d'Ivoire parce qu'il y a un travail acharné avec beaucoup de rigueur. Ça a été vraiment bellissime. Je suis très content en tant qu'initiative des Ivoiriens. On a besoin de ça parce que la jeunesse africaine, il n'y a pas de frontières. C'est une grande satisfaction, c'est un honneur pour moi de savoir que nous sommes suivis dans toutes les actions de solidarité, de cohésion que nous menons. C'est un défi pour nous. Voilà, ce prix nous appelle véritablement à doubler d'efforts. En initiant ce prix, les initiateurs entendent propulser les entrepreneurs et acteurs de développement
sur le continent africain. Ce prix en réalité a été mis en place pour pouvoir récompenser les entrepreneurs qui se battent vraiment pour l'essor de la Côte d'Ivoire. Vu que la question de l'évolution de l'entrepreneuriat est au centre même de notre développement actuel, on s'est dit que mettre en lumière ces personnes-là serait important pour l'essor même de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre de promotion de l'excellence et de l'intégration des acteurs des PME a reçu le soutien de Diarra Mahamadou, consul honoraire de la Moldavie en Côte d'Ivoire. Pour cette édition, la réflexion a été menée autour du thème « Entrepreneuriat en Afrique » et le rôle des États dans l'accompagnement des PME. Dans le grand thème du développement, les villes de Bouaké et de San Pedro accueillent de nouvelles infrastructures communautaires et de récréation. Donc, dans ces villes balnéaires et portuaires, c'est le fruit du programme d'infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Le point de Sam Kona. San Pedro, salle des fêtes de la mairie. Le PIDUCAS, programme d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, fait le point des dernières infrastructures réalisées dans la commune. Il s'agit donc de l'aéroport. J'ai construit 650 m² au quartier Barreau. Il s'agit aussi de l'espace dénommé Brédé Nicolas, d'une superficie de 4000 m² et qui est composé de 3 espaces de jeux pétanque. Enfin, le troisième espace, il s'agit de l'espace sportif Moro Moriféré, qui est construit sur une superficie d'environ 2800 m² et qui est un terrain constitué de gradins, de blocs vestiaires, de toilettes, d'une guérite, d'un terrain de football avec pelouse naturelle, des vestiaires. Et le PIDUCAS a permis également d'aménager une aire de stationnement de 5 hectares qui est dédiée principalement aux camions poids lourds. Ces infrastructures, qui ont coûté plus de 4 milliards de francs CFA, ont été officiellement remises à la mairie de San Pedro, qui aura en charge la gestion. Aujourd'hui, PIDUCAS vient nous appuyer et nous donner ces infrastructures. Merci à la Banque mondiale, merci infiniment au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a voulu que vraiment les villes comme San Pedro, les villes comme Bouaké, qu'il y ait un développement. Le secrétaire général de préfecture, Fatoumata Sanogo, invite les populations à fréquenter ces lieux de récréation et de sport. De football pour la promotion de la cohésion sociale dans la commune de Yopougon. L'objectif c'est de divertir sainement pendant les vacances scolaires et universitaires. Ce tournoi est doté du trophée Adama Diawara. On en parle de ce développement de Diarra Diasso. Scène de liesse au terme de la séance de tir au but remportée par l'équipe MCS face à la formation Niabois. Cette finale durement disputée et soldée par un score vierge met fin à la 4e édition du tournoi de la fraternité en faveur des jeunes du sous-quartier Mikao dans la commune de Yopougon. Je tiens d'abord à remercier tout le comité d'organisation et au ministre qui a permis que nous soyons aussi ensemble et c'est la jeunesse qui gagne. Je crois que si chaque année on fait des efforts, Mikao sera encore meilleur. Nous disons merci au ministre Adama Diawara qui nous accompagne depuis plus de 4 ans maintenant. Le tournoi qui regorge plus de 24 équipes, la jeunesse de Mikao, de 18 sous-quartiers qui se sont engagés pour la cohésion et nous avons passé un mois ensemble sans difficulté. Comme tous les ans, les jeunes saisissent l'opportunité de ces compétitions pour renouer avec les valeurs d'équité et de solidarité. Représentant le ministre Adama Diawara, parrain, Diarra Diasso pour cette 4e édition se réjouit de la parfaite cohésion entre les populations dans leur diversité. Il faut dire que ça fait plusieurs années que le ministre parraine le tournoi de Maracana au niveau de Yopougon. C'est une manière pour lui de soutenir la jeunesse pendant les vacances. Comme la rentrée scolaire, c'est à partir de la semaine prochaine, donc il nous a chargé de demander aux élèves de se mettre au travail. Les vainqueurs du tournoi dénommé Mikao City reçoivent des jeux de maillot, un ballon, un trophée et du numéraire. À l'image de Yopougon, Tiasalé veut être aussi un modèle de cohésion sociale et de citoyenneté. On le voit à travers les 6e journées socioculturelles et sportives de la ville. Le point de Jean-Luc Bangbo.
Tia Salé, ville cosmopolite, a lancé en fanfare ses 6e journées socioculturelles et sportives. Cet événement, qui se déroule depuis 2018, se veut le reflet d'une jeunesse épanouie dans une ville où règne paix et cohésion sociale. Tia Salé est une Côte d'Ivoire en miniature. Toutes les communautés ivoiriennes vivent à Tia Salé. C'est une ville qui était un véritable brassail culturel. Et donc, nous devons le célébrer. Nous devons faire en sorte que les populations comprennent que c'est une richesse formidable que nous devons conserver. Pour le premier magistrat de la commune, il est essentiel de créer des espaces où chacun peut s'exprimer librement afin de faire de la cohésion sociale une affaire de tous. Message reçu dans la ferveur et partagé par l'ensemble des participants à cette cérémonie d'ouverture des 6e journées socioculturelles et sportives. Ces dites journées favorisent le brassage de toutes les couches socio-professionnelles. Par conséquent, il est devenu un levier important pour la cohésion sociale ici même à Tia Salé. Tout ce qui parle de cohésion sociale nous touche tous. Nous sommes tous des Ivoiriens nouveaux. Et où on parle de cohésion sociale, il faut qu'on soit présent pour essayer d'aider en tant que jeunes aussi, parler aussi de notre modèle aussi aux jeunes, pour que les jeunes aussi puissent comprendre. Bien vrai que nous avons aussi des droits, mais aussi on a des devoirs. Donc je pense qu'en tant que jeunes, c'est plus facile de communiquer avec les jeunes. Tia Salé, modèle de cohésion sociale et de citoyenneté, c'est le thème de cette 6e édition à laquelle prennent part l'ensemble des groupes socio-professionnels et des différentes communautés de Tia Salé. Activités sportives et concerts animeront la commune jusqu'au 7 septembre prochain. Et dans l'actualité des religions, on retrouve des musulmans qui, à l'occasion du Nouvel An islamique, ont formulé des vœux à l'endroit du grand imam de Bouaké. Le Nouvel An, on le rappelle, de l'année 1446 de l'Hégire. Le reportage de Boubacar Silla et Soro Corona. Présentation des vœux de Nouvel An 1446 de l'Hégire à l'imam principal de Bouaké, El Hadj Badiawari Touré. Une activité à l'initiative du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, section Bouaké. Réunis au siège local du COSIM à Bouaké, les imams et les fidèles musulmans venus de toute la région ont fait des vœux pour la paix et la cohésion sociale. Dans leurs allocutions, les imams ont salué les efforts inlassables de Badiawari Touré pour la consolidation de la paix et le renforcement des liens entre les communautés vivant dans la région du Bouaké. Et orienter la jeunesse musulmane vers leur foi en exécutant les orientations du Cheikh Aïma. Aussi, en rappelant à toute la grande communauté musulmane concernant tout ce qui est leur devoir, non seulement vis-à-vis de leur foi, vis-à-vis de la structure, vis-à-vis de la nation. Au nom de l'imam principal de Bouaké, Mahmoud Silla exhorte les guides religieux à l'unité. Ce que nous prêchons, c'est la paix, vivre ensemble et se comporter comme un religieux. Toutes les religions recommandent un bon comportement et un amour pour tout le monde. Les élus et cadres saluent l'initiative et expriment leur disponibilité à accompagner les imams dans leur mission. Nous voulons donc souhaiter une bonne année musulmane au Cheikh Badiawari Touré, vœux de succès à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde entier. C'est une occasion de raffermir les liens entre les différents responsables de la communauté musulmane. C'est aussi l'occasion de vulgariser cette période-là qui est un peu méconnue par la communauté ivoirienne. La cérémonie s'est achevée par des bénédictions et des prières prononcées par le grand imam de Bouaké. Badiawari Touré implore la protection divine pour le président de la République Alassane Ouattara, pour les élus et cadres de la région du Bouaké, mais également à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. L'actualité hors de nos frontières en République démocratique du Congo, la tentative d'évasion maîtrisée par l'armée et la police dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier. La prison de Makala à Kinshasa a fait au moins 129 personnes mortes, dont 24 par balle. Les autres détenus seraient décédés par étouffement. 59 personnes ont été blessées. Dans ce bilan, les autorités congolaises notent également le viol de plusieurs femmes détenues. Autre actualité, c'est l'arrestation en Turquie d'un responsable de la gestion du réseau financier du Mossad. Il s'agit d'un ressortissant kosovar soupçonné d'avoir opéré des virements pour le compte des services de renseignement israéliens en Turquie. Les opérations menées par le MIT et les renseignements turcs ont permis de déterminer que le Mossad transférait de l'argent à ses agents en Turquie depuis des pays d'Europe de l'Est et également par la Syrie et par des méthodes de crypto-monnaie.
Notre actualité de cette journée, c'est Vladimir Poutine, le président russe qui est en visite officielle en Mongolie, malgré le mandat d'arrêt international à son encontre de la Cour pénale internationale. C'est la première visite officielle du président russe dans un pays membre de la CPI depuis l'émission des poursuites internationales. Vladimir Poutine est visé depuis mars 2023 par des suspicions de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. Ce voyage du président russe apparaît comme un acte de défiance pour Kiev, qui a réagi avec colère en accusant la Mongolie d'avoir permis à un criminel inculpé d'échapper à la justice, partageant ainsi la responsabilité de ces crimes de guerre. C'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur RTI1.